Bon, je dois commencer par dire que je ne suis pas tout à fait satisfait du titre que j'ai donné à cette communication. Ce que l'histoire environnementale pourrait faire à l'architecture, c'est le genre de formule un peu passe-partout qu'on aurait pu aussi bien inverser ce que l'architecture fait à l'histoire environnementale. Euh, ok, donc voilà, c'est un titre en plus qui est un peu trop ambitieux étant donné que je vais pas du tout faire je vais pas présenter une théorie achevée sur le sujet, mais plutôt une sorte d'état d'avancement de mes propres réflexions sur cette question complexe des relations entre histoire environnementale et architecture ou histoire de l'architecture. Donc j'insiste sur le fait que tout ça est au conditionnel, c'est bien ce que cela pourrait faire et non ce que cela fait. Donc, est-ce qu'on peut faire défiler comme ça? Voilà. Donc pour commencer, qu'est-ce que j'entends par histoire environnementale? Je réunis sous ce terme un ensemble de recherches historiques parues récemment, depuis les années 2010 jusqu'à aujourd'hui, qui ont pour point commun d'historiciser les questions et les problèmes environnementaux. Par exemple, la pollution, le changement climatique, l'épuisement des ressources naturelles ou encore la critique du progrès technique. Parmi les travaux qui m'ont marqué, en voici quelques-uns. Excusez-moi. En voici quelques-uns. Donc les livres d'auteurs comme Jean-Baptiste Fressos, Christophe Bonneuil, François Jarriche, Thomas Leroux ou d'autres encore. Ces travaux m'ont beaucoup intéressé pour au moins trois raisons. Premièrement, ils venaient combler une grande lacune dans la formation que j'avais reçue en ENSA, formation qui, jusque dans les années 2010, n'apportait quasiment aucun élément sur les questions écologiques. Deuxièmement, ces travaux renouaient avec une histoire globale ou une histoire totale qui échappe aux divisions disciplinaires classiques et qui croise librement l'histoire des techniques, des sciences, de la politique, de l'économie, etc. Et cette approche pluridisciplinaire me semblait particulièrement utile pour mieux appréhender les rapports entre architecture et environnement. Et troisièmement, les historiens qui écrivent cette histoire défendent également une certaine forme d'engagement politique à travers leurs recherches et en dehors de leurs recherches. Leurs travaux n'apportent pas seulement des connaissances. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? N'apportent pas seulement. Ouais, merci. N'apportent pas seulement des connaissances historiques nouvelles, ils ont vocation à éclaircir certains problèmes actuels, à éclairer certaines décisions et à déconstruire certaines idéologies particulièrement prégnantes aujourd'hui, comme la transition par exemple. Et en prenant position publiquement sur des sujets d'actualité, ces historiens renouent avec une certaine tradition de l'intellectuel engagé, tradition qui me semblait avoir un peu disparu dans le champ de l'histoire de l'architecture. Donc, tous ces travaux m'ont aidé à formuler un sujet de thèse que j'ai fini en 2020 par intituler de la sorte La machine contre le métier, les architectes et la critique de l'industrialisation du bâtiment en France entre 1940 et 1980. En réalité, j'étudie un peu tout le XXe siècle. Et pour résumer brièvement ma démarche, j'essaye d'écrire une histoire critique de l'industrialisation du bâtiment en réintégrant l'histoire des critiques qui lui ont été adressées, notamment les critiques exprimées par les architectes, car les architectes me semblent être une profession particulièrement intéressante pour étudier cette grande évolution structurelle qu'est l'industrialisation du secteur du bâtiment. Alors, je ne dirais pas à l'heure actuelle que mon travail s'inscrit pleinement dans l'histoire environnementale. Le périmètre de ce champ d'études n'est pas encore parfaitement circonscrit, mais si l'on en croit les quelques définitions qui ont été données par William Cronon ou Gregory Kenneth, l'histoire environnementale traite non seulement des conflits autour des questions environnementales, mais aussi et surtout des conséquences et des impacts sur l'environnement de telle ou telle activité humaine. Même si dans ma thèse, les conflits, les débats, les controverses liées aux questions écologiques forment une sorte de fil conducteur, je crois qu'il manque cet aspect important qu'est la description des impacts environnementaux de l'industrialisation du bâtiment. En fait, j'ai considéré implicitement que ces impacts sont connus d'à peu près tout le monde, qui sont de notoriété publique, et que les ravages écologiques que cause la production, par exemple, d'acier, de ciment ou de béton, ne sont plus vraiment à démontrer aujourd'hui. Je ne me suis donc pas engagé dans une comptabilité écologique rétrospective de l'industrialisation du bâtiment. Ce travail aurait été sans doute très intéressant et instructif, mais je n'avais pas du tout les compétences nécessaires pour le réaliser tout seul, notamment en ce qui concerne l'analyse des flux de matière. Et donc, si on voulait s'engager sur cette piste, je pense qu'il faudrait le faire collectivement.
Une chose est sûre, les conséquences écologiques de l'industrialisation du bâtiment se situent quelque part là-dedans, dans ces courbes d'extraction de matériaux que vous voyez à gauche, et dans ces diagrammes d'évolution des températures moyennes que vous voyez à droite. Pour préciser davantage cette position de l'architecture dans les dynamiques environnementales de longue durée, il semble nécessaire de prendre une certaine distance avec les méthodes classiques héritées de l'histoire de l'art, disons, traditionnelle, et d'adopter un angle de vue plus matérialiste. C'est ce que j'ai essayé de faire dans cette thèse, en décentrant un peu le regard des grands hommes et de leurs chefs-d'œuvre, et des questions de style ou de courants architecturaux, et en me concentrant sur des grands groupes sociaux, comme les professions, et sur la production ordinaire, ainsi que les cadres réglementaires et les tendances économiques de fond. Ce changement de perspective, je le précise, n'a absolument rien d'original. Il se voudrait analogue un peu à celui qu'avaient accompli les historiens des annales en leur temps, il y a à peu près un siècle, en passant d'une histoire événementielle qu'ils appelaient l'histoire traités et batailles à une histoire de la longue durée. Rien d'original donc, mais dans le champ de l'architecture, cette perspective ne me semble pas avoir été adoptée si souvent, hormis peut-être par des historiens comme Jean-Pierre Éperon, François Loyer ou Gérard Monnier. Alors, en m'intéressant aux contradictions entre ce phénomène techno-économique de longue durée qu'est l'industrialisation et ce groupe social relativement important qui est la profession d'architecte, j'étais naturellement conduit à étudier 2 sujets qui sont récurrents dans les travaux d'histoire environnementale, que je vous ai montrés précédemment et qui sont donc d'une part la critique et d'autre part, les alternatives. J'insiste sur la distinction, entre ces 2 notions, parce que les auteurs de critiques n'ont pas toujours proposé d'alternatives positives et réciproquement, les créateurs d'alternatives n'ont pas toujours formulé de discours critiques négatifs, on pourrait dire. La critique et les alternatives sont donc 2 des composantes essentielles de ma thèse et aussi l'histoire environnementale, mais c'est peut-être aussi sur ces 2 points que j'ai une légère divergence d'approche avec l'histoire environnementale et c'est cette divergence que je vais essayer d'expliquer maintenant. Pourquoi et comment l'histoire environnementale s'intéresse-t-elle à la critique et aux alternatives? Je propose ici quelques éléments d'interprétation qui sont basés très largement sur ce qui est écrit dans leurs livres, mais qui mériteraient sans doute d'être discutés ou débattus avec leurs auteurs. Commençons par l'intérêt pour les critiques, donc les critiques de la modernisation, de l'industrialisation, du progrès technique. Cet intérêt relève, à mon avis, d'une approche benjaminienne de l'histoire. En effet, Walter Benjamin, dans ses thèses sur le concept d'histoire, partait du lieu commun selon lequel ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire et proposait d'écrire une histoire du point de vue des vaincus, dans le but de subvertir les historiographies dominantes et par extension les idéologies dominantes. Son texte présentait également une représentation très originale, assez ambiguë du progrès dans l'histoire, à travers sa description bien connue de l'Angelus Novus de Paul Klee. Alors, quelle a été cette historiographie dominante de la modernisation, celle qui a été écrite par les vainqueurs? Globalement, c'était la suivante. Le progrès technique apporte des bienfaits incontestables à l'humanité et les critiques du progrès ne sont que d'horribles réactionnaires, passéistes, égoïstes, etc. C'est un peu ce que nous dit Mounier en 1945. Donc, l'histoire environnementale va en fait totalement renverser cette perspective et démontrer qu'en réalité, le progrès technique dans l'histoire a apporté aussi quantité de malheurs, de désastres, de pollution, de mal-être, etc. Et que les critiques du progrès ont bien souvent été des personnages tout à fait intéressants, parfois des visionnaires, souvent même des défenseurs de l'émancipation. C'est cette vision inversée, cette espèce de contre-histoire du progrès, qui est notamment développée dans ces ouvrages. Et donc voilà un peu pour ce qui est de l'intérêt pour la critique. Si on passe maintenant aux alternatives, ce qui intéresse les historiens de l'environnement dans ces autres voies, c'est entre autres l'idée de défataliser ou de désorienter l'histoire du progrès. D'autres voies auraient été possibles, mais pour des raisons diverses et pas toujours bien identifiées d'ailleurs, elles n'ont pas été suivies car on aurait choisi d'autres techniques, d'autres voies. On aurait par exemple choisi le feu contre les énergies naturelles ou renouvelables. Alors, autre idée sous-jacente dans l'histoire des alternatives portée ou soutenue par les historiens de l'environnement, l'idée que rien ne nous empêche de puiser dans ce réservoir de futurs non advenus pour inventer aujourd'hui de nouvelles alternatives plus désirables. L'histoire des alternatives
a donc en partie une fonction instrumentale. Elle pourrait servir la fameuse transition écologique et elle rejoint d'une certaine manière la démarche que l'historien marxiste Manfred Otafouri nommait l'histoire opérative, donc une histoire qui doit servir le projet contemporain et à laquelle par ailleurs il s'opposait farouchement, notamment lorsqu'il affirmait catégoriquement que dans l'histoire, les solutions n'existent pas. Donc lorsque j'ai commencé mes recherches en 2020, je m'inscrivais largement dans l'approche adoptée par l'histoire environnementale. C'est-à-dire que je recherchais des critiques émancipatrices et non réactionnaires de l'industrialisation, ainsi que des alternatives de toutes sortes. J'avais repéré deux bornes chronologiques qui me semblaient assez intéressantes. D'une part, le mouvement Arts and Crafts de la fin du 19e siècle, avec la figure de William Morris, et d'autre part, dans les années 1970-1980, une nébuleuse d'architectes enseignants, dont plusieurs étaient liés à UP8, et qui étaient tous très critiques de l'industrialisation du bâtiment, et qui oscillaient entre une forme de marxisme et d'anarcho-situationnisme. Donc deux formes de critique de l'industrialisation, plutôt ancrées à gauche, et envers lesquelles j'avais une sorte d'empathie, on va dire. Entre ces deux bornes, espacées d'un siècle environ, j'imaginais pouvoir reconstituer toute une série de chaînons manquants qui ne demandaient qu'à être sortis de l'oubli. Mais assez rapidement, j'ai dû faire face au problème suivant, et c'est peut-être ça le fameux déclic dont on parle. Du côté de la critique de l'industrialisation du bâtiment, j'en ai trouvé énormément, vraiment des tonnes et des tonnes, bien plus que ce que j'attendais. Mais la grande majorité de ces critiques, lorsqu'elles étaient un peu développées et approfondies, n'étaient pas vraiment dans une ligne émancipatrice, mais bien souvent dans une philosophie plutôt réactionnaire. Du côté des alternatives architecturales, en revanche, j'ai trouvé assez peu de choses convaincantes. Le plus souvent, les monographies sur les architectes qui auraient défendu une autre modernité, moins industrielle, moins standardisée, plus respectueuse de l'environnement, etc., présentait des projets relativement anecdotiques qui esquivaient tout simplement les problèmes majeurs de la modernité, comme la question du logement ou la question urbaine. De plus, les alternatifs ne développaient quasiment pas de critique négative de l'industrialisation. En plus de tout ça, le point commun entre ces critiques anti-industrielles et ces alternatives architecturales, point commun qui m'apparaissait de plus en plus flagrant, c'était leur inefficacité générale, c'est-à-dire leur totale impuissance à changer le cours des choses, à infléchir, ne serait-ce qu'à la marge, le progrès de l'industrialisation. Au départ, j'étais donc un peu surpris, un peu déçu par ces résultats. Et si on en revient aux tendances séculaires et extrêmement puissantes que je montrais tout à l'heure, on devine que l'impact réel de toutes ces critiques et ces alternatives a sans doute été très marginal, voire totalement insignifiant. Cet échec ne signifie pas pour autant que ces alternatives et ces critiques ne sont pas intéressantes en elles-mêmes. En revanche, cet échec nous conduit peut-être à changer de perspective sur elles. Euh, Plutôt que de rester fasciné devant leur clairvoyance, leur perspicacité ou leur ingéniosité, il est peut-être plus intéressant et nécessaire d'étudier de manière approfondie les raisons de leur impuissance et de leur échec. Pourquoi aucune des critiques et des alternatives proposées par les adversaires du progrès et de l'industrialisation et des énergies fossiles n'a-t-elle réussi à changer véritablement le cours des choses? C'est à mon sens la vraie question à l'heure où justement on s'efforce de changer le cours des choses. Donc pour ce qui est des architectes, la réponse semble assez évidente. Cette profession n'a en France et sans doute dans d'autres pays à peu près aucun poids politique. Les architectes français appliquent ou refusent d'appliquer les politiques publiques, mais ils n'en sont presque jamais à l'origine. Et ce qui est valable pour les architectes dans le secteur de la construction l'est également pour d'autres secteurs économiques où là non plus, les adversaires de la modernisation n'ont jamais été véritablement aux commandes. Donc la question des rapports de force et de pouvoir semble donc cruciale et mieux comprendre la répartition du pouvoir dans la société est donc à mon avis la première étape nécessaire pour interpréter correctement ces graphiques et pour tenter d'en infléchir l'implacable progression autrement que par une sorte d'événement cataclysmique. Donc face à ces graphiques, on comprend qu'en dépit des concepts séduisants, mais selon moi typiquement postmodernes, d'histoire non orientée, désorientée ou défatalisée, l'histoire réelle est bel et bien orientée. Si la vision idéalisée du progrès est sans doute discutable, la progression de l'histoire est-elle absolument incontestable? Quel est le moteur de cette progression, c'est-à-dire littéralement de cette marche en avant? Comment arrêter ce moteur? Y a-t-il même un moteur de l'histoire? Là-dessus, de très nombreuses philosophies de l'histoire s'affrontent depuis des siècles.
Les passer en revue ici nous emmènerait bien au-delà des 15 minutes. Et donc, voilà, je suis un peu gêné de finir sur des considérations un peu philosophiques sur le sens de l'histoire, qui paraîtront peut-être grandiloquentes à cette heure-ci. Mais à mon avis, c'est bien à ce niveau-là de difficulté théorique qu'on se trouve confronté lorsqu'on étudie l'histoire longue de l'industrialisation, avec de manière sous-jacente la conviction qu'elle doit être rapidement ralentie ou arrêtée. Et voilà, une recherche historique située en dessous de ce niveau-là présente certainement un intérêt du point de vue de la connaissance pure, mais du point de vue de la compréhension des dynamiques écologiques globales, elle demeure, à mon sens, relativement insuffisante. Donc je conclurai avec cette belle citation de Gregory Kennet qui nous dit C'est bien le drame, aucune société n'a jamais pris de décision d'abord pour des raisons écologiques. Pourquoi la nôtre le ferait-elle? Et si ce n'est pas possible, ne s'agit-il pas de faire autre chose qu'un choix écologique? Je vous remercie pour votre attention.